C'est une chirurgie qui présente des tas d'aspects méconnus du grand public. Pas seulement du grand public finalement, mais même de certains de nos confrères d'autres spécialités. Mon nom c'est Daniel Haselbach, je suis spécialiste en chirurgie plastique et esthétique ici à Genève et Nyon, où on a la chance de faire tourner une petite clinique avec mon associé, le Dr Espinosa. Mon nom c'est Daniel Espinosa, je suis chirurgien plasticien, je suis un des chirurgiens ici à l'Allemagne City Clinic. J'ai toujours cru au travail en équipe. Je trouve que 1 plus 1 ça ne fait pas toujours 2. En faisant les choses ensemble, parfois vraiment on obtient plus. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est que ça peut concerner un enfant jusqu'à une personne âgée, ça peut aller de la tête jusqu'aux pieds. Et cette diversité fait que c'est quelque chose que, voilà, une des rares spécialités que je me voyais faire toute une vie. La chirurgie esthétique se prodigue depuis la nuit des temps. Des recherches ont mis en lumière le fait qu'en 3000 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte antique, les Égyptiens procédaient déjà à des rhinoplasties. 6000 ans plus tard, cette pratique s'est démocratisée et les techniques sont devenues plus sophistiquées. Décriée par certaines personnes pour les excès que cela peut engendrer, la chirurgie esthétique est une discipline au cœur de nombreux débats. Ce visage, c'est celui de Richard Apps. Il a, avec quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une banalisation de la chirurgie, qui est quand même un acte chirurgical, c'est-à-dire qu'il y a des risques et c'est pas n'importe quoi. Quelles solutions existe-t-il? Ce matin, on va vous dire quels sont les recours possibles en cas d'opération ratée. Au lieu d'améliorer les choses, quand on va trop loin, ça empire. Et on a l'impression que les femmes qui en font trop, elles ne s'en rendent pas compte. À Nyon et Genève, le docteur Haselbach et le docteur Espinosa ont mis un point d'honneur à pratiquer leur passion en évitant tout débordement. Et justement, retrouvons le docteur Daniel Haselbach avec notre première patiente. Alors, on commence comme d'habitude. Donc on dispose principalement de 2 types d'injections, 2 armes qu'on a à disposition pour lutter d'une part contre les premiers signes du vieillissement, mais aussi éventuellement améliorer certains traits du visage de quelqu'un. C'est d'une part le Botox et d'autre part l'acide hyaluronique. C'est 2 produits dont on a tous déjà entendu parler à de multiples reprises. C'est des traitements qui sont très médiatisés. Néanmoins, chacun des 2 produits est différent, agit de manière différente et ne devrait pas être confondu. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, Botox et acide hyaluronique sont les mêmes choses. Cependant, ces produits n'agissent pas du tout dans les mêmes zones. Le Botox ou toxine botulique neutralise l'action de certains muscles et va donc diminuer les rides, alors que l'acide hyaluronique, lui, permet simplement de combler certaines rides du visage en agissant directement sur cette dernière. Et dans ce cas-là, docteur, c'était... Dans le cas présent, c'était de l'acide hyaluronique, qui est un gel qui permet de redonner du volume à une zone, soit parce qu'on l'a perdu avec le temps, dans ce cas-là, ce serait un traitement anti-vieillissement, ou alors évidemment, donner un peu plus de volume à un endroit où on en voudrait un peu plus. Et pour le cas de la patiente, c'était une augmentation des lèvres à l'aide d'une injection d'acide hyaluronique. Tu penses que c'était juste de faire que le haut, du coup? Oui. Ouais. Comment tu trouves? 2. Assez ou pas? Oui. Ouais. Ok. D'accord. Top, merci à toi. Retrouvons maintenant le docteur Daniel Haselbach avec une patiente qui a subi une opération délicate, le body lift. Cette opération consiste à affiner le ventre, les cuisses, les hanches, ainsi que les fesses. Il y a encore 10 ans, cette opération était peu pratiquée, car considérée comme risquée. Mais avec le temps, cette intervention s'est fortement améliorée, et les risques sont de plus en plus faibles. Alors il s'agit du premier rendez-vous post-opératoire d'une patiente qui a bénéficié de ce qu'on appelle un body lift. C'est une patiente qui initialement était prise en charge dans le circuit médical parce qu'elle présentait une obésité morbide. Elle a bénéficié donc d'une chirurgie bariatrique, qui sont ces chirurgies qui permettent de perdre du poids. Dans son cas, c'était un bypass gastrique. Elle a perdu dans l'année qui a suivi presque 40 kilos. Donc ces patients-là viennent nous voir pour des chirurgies reconstructives qu'on appelle post-bariatriques, donc après une chirurgie bariatrique, dans le but de redraper un petit peu la peau là où c'est nécessaire et leur donner une meilleure qualité de vie. Jusque-là, les cicatrices derrière ne tiraient pas, mais depuis 1 ou 2 jours, ça tire. Ça, c'est plutôt bon signe. Parce qu'il faut aussi se dire qu'une partie de ce qu'on ne ressent pas les premiers jours, c'est pas forcément parce que ça ne travaille pas, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas tellement de sensibilité. Et puis l'autre chose, c'est que la cicatrisation crée un peu de tension, si vous voulez.
Alors finalement, c'était quelque chose de relativement basique, c'était un premier changement de pansement. C'est des chirurgies qui engendrent des cicatrices relativement conséquentes, dont il faut prendre soin dans les premiers jours de l'évolution. C'était le premier contrôle après sa sortie de la clinique, environ à une semaine de l'intervention, et c'est un changement de pansement simple. Donc on enlève tous les pansements qui sont sur la peau même des stéristrips, par-dessus des pansements étanches qui aujourd'hui sont très pratiques, résistent à une rapide douche, permet au patient de faire sa toilette dans l'intervalle et voilà, s'assurer que la cicatrisation évolue comme il faut, qu'on n'est pas face à une complication avec une éventuelle infection cutanée, un lâchage de cicatrice, c'est des choses qu'on peut voir des fois. Et puis refaire un pansement propre pour le confort du patient jusqu'à la fois d'après. Ce genre de pratique montre la diversité qu'offre la chirurgie esthétique et la complexité que révèlent certaines des opérations. Mais cela prouve également que les augmentations mammaires et les rhinoplasties ne sont pas les seules demandes de leurs patients. Il n'y a donc pas que de l'esthétique pure, on va dire, dans notre pratique. Maintenant, c'est vrai que l'augmentation mammaire et les injections, ça reste une grande partie quand même de notre travail. Et il y a un petit peu de tout. Et ça rejoint un petit peu la diversité dont j'ai parlé avant et qui fait la richesse et l'intérêt de notre métier. Donc, encore un peu de patience jusqu'à la semaine prochaine. Semaine prochaine, on se revoit. Normalement, on enlèvera tous les pansements, en tout cas partout où c'est possible. Et puis, on commencera gentiment probablement à entrevoir le bout du tunnel. Et pour arriver à ce niveau d'exigence, il faut s'armer de beaucoup de patience et de travail. Nos deux docteurs vont nous faire un rapide résumé de leur CV. Alors oui, c'est un parcours assez long parce que c'est des études assez longues. J'ai fait la médecine en Amérique du Sud, de là où j'ai grandi, au Pérou. Je suis venu en Suisse plutôt j'étais intéressé à la chirurgie de la main, chose qui est assez développée en Suisse. J'ai beaucoup tergiversé déjà dans ma jeunesse, trouvé un petit peu ce que je voulais faire. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu un côté scientifique et un intérêt à l'humain, comment fonctionnaient les choses. Depuis toujours. En faisant la spécialité vers la chirurgie de la main, on devait passer soit par la plastique, soit par l'orthopédie. J'ai choisi la voie de la chirurgie plastique. Et puis ensuite, le parcours il est assez long. C'est une formation de chirurgie de base, puis une formation de chirurgie plastique, reconstructive avant tout. Et c'est ce dans quoi je me suis orienté dans le début de ma formation surtout. Une fois que j'avais fini la formation, le titre de spécialiste, j'ai passé quelques années à plus développer le côté esthétique, chose qu'on n'apprenait pas complètement 100% à l'hôpital. J'ai toujours été quand même fasciné par cet aspect de pouvoir savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui fait que c'est beau. Je pense qu'on a tous un œil esthétique, on est tous capables de voir quelque chose ou quelqu'un et de dire si on trouve ça beau ou non. De pouvoir aller un pas plus loin et de pouvoir dire qu'est-ce qui fait que ce qu'on voit est beau ou non, c'est une étape supplémentaire qu'il est des fois difficile de franchir et puis c'est là tout l'intérêt de l'esthétique. Adeline, je voulais te parler de ce cas que j'ai vu cet après-midi. C'est une personne qui a été opérée, c'était à Paris il y a 3 ans. Pour question pratique, elle dit si on pouvait faire ça plutôt ici. Donc moi j'ai dit que oui, que c'est faisable. Ouais, mais c'est un cas que je pense que je vais réviser par voie ouverte. Je me suis dit est-ce qu'on fait ça par voie fermée, mais t'es quasiment obligé d'aller voir pour être sûr de ce qui se passe. Ouais. Tu peux t'en sortir avec une voie fermée. Je pense que si tu veux être sûr d'être précis dans la révision. Ouais. Non, mais je pense on peut aussi commencer par une voie fermée élargie et ouvrir si nécessaire. Ouvrir si c'est nécessaire. On va voir la prochaine patiente. Tu te rappelles, c'est une patiente chez qui on a fait une rhinoplastie ça va faire 1 an, quelque chose comme ça. Elle vient parce qu'elle aimerait aussi faire une augmentation mammaire. Ça vient déjà rapidement discuter. Et alors, bon, je la verrai là pour l'augmentation mammaire, mais si tu veux voir son résultat à la rhino, je t'appelle. Très bien, voyons-la ensemble. Ouais, ok. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous, oui, ça va? bien, merci. Prenez place, s'il vous plaît. Oui, prenez place. Alors, elle était venue initialement pour améliorer son profil, enfin son nez. Elle avait une pointe tombante, une bosse au niveau de l'arête de son nez. Donc je lui ai fait une rhinoplastie et en même temps on a aussi amélioré la partie respiratoire. Donc c'est à nouveau une chirurgie qui combine le côté l'aspect esthétique et l'aspect fonctionnel. Ok, bon en tout cas là comme ça, elles sont bien ouvertes. Pour moi, de ce côté-là, tout va bien. Toute intervention qui modifie l'aspect de la personne, je pense qu'on doit
la personne doit être suffisamment mature pour encaisser ces changements, pour accepter ces changements, pour prendre certaines décisions aussi. Donc ça, c'est une chirurgie qu'on recommande à partir de 18 ans. Donc on a déjà parlé un petit peu la dernière fois, un petit peu de faire, c'est des implants mammaires. Oui. Donc ça, c'est les 2 simulations qu'on avait fait. Exact. Ça, c'est profil moyen et profil haut. Oui. Et ça, c'est moyen devant le muscle, ça, c'est haut derrière. D'accord? Ok. Après, je sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est peut-être mieux si je mets un petit peu plus? Je sais pas. Non, pas forcément. Non, je dirais, vous savez, on ne peut pas les diminuer par magie. Une fois que c'est fait, vous ne pourrez pas vous retrouver avec des situations où vous voulez un peu plus petit. Il faut que vous soyez confortable. Donc, parce qu'il y a des situations où vous serez confortable avec un volume un peu moins important, quand vous allez faire du sport, dans certaines activités professionnelles. Donc, il faut que vous sentiez confortable et que ça aille avec votre corps. Si je lui ai dit un petit peu moins de volume, c'est parce qu'il y a des raisons, parce que je pense qu'à long terme, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'avoir un certain entretien et qu'il est possible elle est jeune, donc il est possible qu'avec le temps, elle prenne un peu de poids, que les choses changent. Donc oui, on essaye de conseiller les patients le mieux possible. De mon point de vue aussi, je pense que c'est un excellent choix. C'est aussi un peu des fois une question de compromis quelque part entre le résultat esthétique que l'on souhaiterait, mais avec tout ce qui va autour aussi. Bien sûr. Et garder le contrôle un petit peu sur son image et le volume qu'on met, c'est aussi quelque chose de très important, particulièrement pour une jeune femme comme vous. Donc je pense que c'est un très bon choix, c'est sûr. Ouais. Alors on doit les conseiller, ça c'est sûr. Après, on veut aussi qu'elles soient satisfaites du résultat. On essaye de conseiller les patients le mieux possible. Et là, quand même, une asymétrie, tu vois. Après, on a discuté les différentes voies d'abord, les différentes cicatrices. Et tu vois, elle a des aréoles très très petites. Donc, j'ai plutôt conseillé sous le sein. Oui, étant donné qu'en plus, il faut qu'on enlève l'implant. Oui, et puis elle a effectivement elle a un petit moniteur cardiaque implantable. Qu'on va retirer par la même occasion. Et qu'on va profiter pour l'enlever par la même occasion. Ouais. Et après une opération qui durera un peu moins d'1 heure, cette jeune patiente se réveillera le corps transformé et le complexe de sa poitrine disparu. Alors je pense qu'on nous avons maintenant un projet mieux ficelé. Je vais commander les implants. Il faudrait qu'on regarde pour une date. Donc ça, vous pouvez voir avec mon assistante. Très bien. Et puis de toute façon, je vous verrai donc, en fonction de la date que vous aurez choisie 2 semaines avant pour vous expliquer un petit peu les détails, vous faire les ordonnances, et puis répondre aux questions qui resteraient encore dans l'air. Super, merci beaucoup. Très bien. Merci. Alors, à bientôt alors. À bientôt. Bon, la chirurgie, aujourd'hui, je dirais que ça occupe une grande partie de ma vie. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Et je trouve que c'est un moyen aussi vraiment des gens de les faire sentir mieux dans leur peau. Et parfois, ça peut aller jusqu'à être vraiment life-changing. Ça peut vraiment changer des vies.